Merci beaucoup Nizar. Je passe la parole tout de suite du coup à la médecine adulte avec le docteur Guillaume Lefebvre, coordinateur du centre de constitutif pour la région des Hauts-de-France, qui va nous parler de la médecine adulte maintenant. Merci. Bonjour à tous. Merci pour le diaporama. Il y avait un petit pointeur. Ah oui, là, très bien. Je suis vraiment très heureux d'être ici. Je remercie l'association ERIS de me donner l'occasion de vous parler un peu des déficits immunitaires chez l'adulte. Donc, je suis immunologiste, interniste à Lille, et donc je vais vous parler un peu de notre expérience, mais surtout aborder quelques points pour la discussion après. À travers le retard diagnostique, puisque quand il n'y a pas eu la transition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de diagnostic avant, et donc parfois il faut faire diagnostic chez l'adulte, et parfois on est confronté à un retard qui est parfois important. On va discuter aussi de la problématique du suivi multidisciplinaire, qui est peut-être encore plus important et une réalité chez l'adulte qu'en pédiatrie, quoique. Et puis un petit mot des traitements, et puis je dirais un petit mot de TP. Mais on partage le sujet avec le professeur Claire Fieschi qui intervient juste après, donc on s'est réparti un petit peu les sujets et on va essayer d'éviter les redondances. Je pense que le TP, j'en parlerai assez brièvement. Alors le retard diagnostique, c'est une réalité chez l'adulte. C'est vrai que les pédiatres sont assez sensibilisés au déficit immunitaire. En médecine adulte, du fait du nombre d'intervenants en spécialité médicale, en infectiologie, en pneumologie, c'est parfois beaucoup plus compliqué d'aller toucher finalement les premiers concernés. Le professeur Lafficher vous a montré tout à l'heure que les principales manifestations cliniques d'un déficit immunitaire, c'était les infections. Et donc c'est les pneumologues, c'est les ORL, c'est les infectiologues. Et parfois, ils ne connaissent pas les déficits immunitaires. Alors pourquoi? Il y a des bonnes raisons à ça. C'est qu'il y a eu très longtemps pas d'enseignement sur les déficits immunitaires en médecine. C'est arrivé assez tard au programme de l'internat. Et puis, il y a eu des idées un peu préconçues. Les déficits immunitaires, c'est génétique, donc c'est héréditaire, donc c'est la pédiatrie, donc ça n'existe pas chez l'adulte. Ça, je l'ai entendu aussi à plusieurs reprises. Les examens n'étaient pas forcément connus, c'est-à-dire que c'était peut-être déjà bien quand il y avait une électrophorèse, un outil assez simple de dosage de gamma-globuline, mais ce n'est pas très précis. La sérologie VIH, qui n'a rien à voir avec le primitif, mais c'était parfois tout ce qui se faisait comme bilan, je dirais, à la recherche d'une explication à des infections. Et puis, maintenant, il y a les centres de référence, les centres de compétences qui sont bien connus, mais ça a longtemps été un peu méconnu, notamment peut-être en région, je dirais, à distance des CHU, et puis la connaissance des tests, la disponibilité même des tests parfois qui est un petit problème. Et les conséquences, malheureusement, qu'on constate, c'est qu'on a parfois des patients qui ont un gros parcours d'infection répété, parfois grave, des bronches qui s'abîment à cause d'infections à répétition, une qualité de vie, un retentissement professionnel. Et puis parfois on fait un diagnostic et les gens nous regardent en disant mais pourquoi on ne l'a pas trouvé avant finalement ce diagnostic, cette maladie, alors que potentiellement on a des choses à proposer en termes de traitement. Donc ça, on essaie d'y remédier. C'est le rôle des centres de référence, des centres de compétences, c'est de communiquer auprès des autres spécialités. Je pense que discuter avec les internistes, qui est peut-être la spécialité qui est en première ligne dans les déficits immunitaires de l'adulte, ça va, c'est pas trop compliqué. Néanmoins, il faut aller parler aux jeunes pneumologues, aux jeunes infectiologues, aux jeunes ORL. Ce n'est pas toujours facile de les toucher par ces maladies rares. Ils ont aussi leurs propres priorités, leurs propres préoccupations dans leur discipline. Le PNDS que je n'ai pas mis sur la diapo, mais qui concerne aussi les adultes, il sert à ça. Il sert aussi à sensibiliser, à faire passer des messages assez simples sur les circonstances dans lesquelles il faut évoquer un déficit immunitaire. On fait des journées régionales, c'est-à-dire que nos centres de compétences, nos centres constitutifs font des journées où on invite nos collègues hématologues, infectiologues, pneumologues à parler ensemble de déficit immunitaire. On essaye, moi j'essaye en tout cas d'aller mettre un pied dans les congrès, mais c'est pas toujours facile d'aller dans les congrès de pneumo-infectios, d'hémato, etc. Et en fait, pour essayer de rassurer un peu ces docteurs qui voient ça comme quelque chose de très compliqué et d'inaccessible, parfois il faut simplifier, vulgariser avec des termes simples pour les sensibiliser au caractère, par exemple, ça c'est un truc que je répète souvent, inexpliquer les infections. C'est-à-dire que c'est des infections qui sont inhabituelles par la gravité, par la fréquence, par la rareté du pathogène qui a provoqué les infections. Et déjà ça doit alerter un pneumologue qui voit des pneumopathies à répétition chez quelqu'un qui n'a pas de pathologie pulmonaire, une fois qu'il a éliminé la mucoviscidose, etc. Il doit penser au déficit immunitaire. Ça progresse, mais il y a encore des choses à faire en termes de communication à ce sujet. Ensuite, on a une obligation, je pense, de suivi multidisciplinaire chez l'adulte. En pédiatrie, souvent, c'est un seul service, donc les différentes compétences sont au même endroit. En médecine adulte, souvent, non. Donc parfois, c'est un peu compliqué. Tu as bien abordé. Alors, j'ai appris un terme de processus multidirectionnel. Je l'ai? Ouais, c'est ça?
C'est pas loin, je peux changer. Bon, moi, c'est ce que j'avais appelé le multisite, mais c'est en fait, quand on est pneumopédiatre, on est capable de suivre un déficit immunitaire et de bien réévaluer la fonction pulmonaire, la bronche, etc. Ça, moi, je ne sais pas bien le faire. Je ne suis pas pneumologue. J'ai besoin de l'aide de mon collègue pneumologue adulte. Et donc, ça impose des suivis conjoints. Donc, parfois, on passe de un docteur à deux docteurs quand on fait la transition. C'est un peu compliqué. Mais il faut essayer d'organiser ça en bonne entente avec ses spécialistes. On essaie d'avoir, en tout cas moi par exemple en Nord-Pas-de-Calais, puisque je travaille à Lille, on essaie d'avoir un réseau de pneumologues dans la région dont on sait qu'ils connaissent les déficits immunitaires, qui vont prendre ça au sérieux et qui vont suivre ça de près, ce qui permet d'avoir des suites de proximité. Ça ne peut pas remplacer parfois la vie hyper spécialisée du pneumologue du CHU, mais quand on peut, je pense qu'il faut essayer d'avoir des suivis évidemment plus proches de chez soi. Et puis le patient a un rôle aussi, ça c'est des choses que j'explique souvent à mes patients, bien sûr, surtout après la transition où le patient doit être un peu responsabilisé, avant c'est un peu les parents qui gèrent tout, il faut un dossier, c'est-à-dire qu'il faut gérer un peu son dossier. Donc moi je raconte souvent à mes patients que je vois peut-être pour la première fois ou qui me sont adressés pour avis sur un éventuel déficit immunitaire, ils me ramènent la pile d'enveloppes, consciencieusement rangée par ordre chronologique, fermée, et tenez docteur, voilà mon dossier. Bon, ça, c'est l'enfer, parce qu'on se retrouve avec des dizaines et dizaines d'enveloppes, de prises de sang, de courriers, la convocation, la facture de l'hôpital, etc. Donc ça, il faut essayer d'organiser son dossier, et ça, c'est le rôle du patient. Et il ne s'agit pas d'y passer des centaines d'heures, mais un parapheur, des courriers bien rangés, par spécialité, les prises de sang, les dernières, vous voyez, ce genre de choses permet aussi de faciliter le suivi, la compréhension pour un nouveau médecin qui fait votre connaissance de votre dossier, et puis aussi le passage d'informations entre docteurs. Alors c'est vrai que ça va peut-être vous décevoir, mais à l'ère du numérique, du dossier médical partagé, etc., nous en tout cas, CHU Ville, nous, on n'arrive pas à avoir les courriers dans le dossier médical quand ça vient de l'extérieur. Je pense que ça doit être le vécu de beaucoup d'entre vous. Et donc, non, on n'y est pas. Et donc, ou pire, maintenant, on les reçoit par mail. Moi, je reçois les courriers par mail. C'est un enfer, le courrier par mail. Moi, je reçois 100 mails par jour. Si je dois commencer à classer les courriers médicaux que je reçois en pièce jointe dans un mail, dans le dossier médical informatisé de l'hôpital, je ne peux pas faire le secrétariat à la place de ma secrétaire. Et malheureusement, ça se passe beaucoup comme ça aujourd'hui. On reçoit les courriers par mail. Alors là, c'est très compliqué. Et donc, c'est le rôle du patient de nous aider, malheureusement. On a besoin de votre aide pour, nous, avoir tous les éléments de votre suivi, parce que sinon, on ne s'en sort pas forcément très facilement, juste avec les moyens modernes qui ne sont pas toujours si pratiques que ça. Bon, je ne pense pas être très en retard, mais quand même, ce n'est pas encore au point. On n'a pas tous les outils qui nous permettent de faire arriver ce qu'il faudrait dans le dossier médical. Et puis, donc, il y a les rendez-vous, et parfois, oui, on rate les rendez-vous, mais on a tous un peu le même problème de délai. Moi, j'ai 9 mois de délai, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc, quand un rendez-vous est manqué pour des raisons, de bonnes raisons, on essaie de le reprogrammer au plus vite, mais si tous les patients font ça, et c'est malheureusement trop souvent le cas, on doit les reprogrammer, et parfois c'est lointain, et ça peut être préjudiciable au suivi. C'est important aussi que on puisse vous voir régulièrement, parce qu'il y a certainement des choses à surveiller. Si on veut voir tous les 6 mois, tous les ans, tous les 18 mois, c'est certainement pas assez. Pareil pour les examens complémentaires, pour vous éviter de venir à l'hôpital trop souvent faire des scanners, etc. On vous donne des ordonnances, et c'est vrai que parfois les patients disent je le ferai avant la prochaine consultation, puis la prochaine consultation c'est 6 mois après, et puis les gens reviennent, j'ai pas fait mon scanner, je suis désolé, est-ce que je peux avoir une ordonnance, je l'ai perdue. Voilà, on a besoin de vous, on a besoin du patient aussi pour ce bon suivi, parce que on peut pas aller faire les examens à votre place, et donc on a besoin de votre participation en fait, et c'est un peu ce que t'expliquais Nizar avec la transition aussi. Alors les traitements, je vais commencer par les immunoglobulines polyvalentes. Ce que je vais dire là, je pense c'est vrai aussi pour la pédiatrie. On devrait pouvoir choisir au maximum ces modalités d'administration, parce qu'en réalité, toutes les modalités de substitution se valent, mais malheureusement, il y a des conditions parfois locales, pratiques, qui font qu'on n'a pas toujours, nous, autant de place qu'on voudrait en hôpital de jour. Les tensions et les ruptures d'approvisionnement, il faut s'y habituer, c'est un vrai problème. Et le message, c'est que vous ne devez pas rester sans traitement. Donc, vous devez embêter votre pharmacien, embêter votre médecin prescripteur, votre médecin spécialiste pour garder le traitement. La pause estivale, les immunoglobulines, je ne suis pas trop pour, mais ça se fait. En tout cas, il faut essayer de s'adapter. Et puis, il y a plein de sujets sur la rétrocession, le portage à domicile. Je ne vais pas développer tout ça. Il y a d'autres moyens de se prévenir des infections, les antibiotiques au long cours, la vaccination, ça c'est un sujet que vous devez aborder, je ne vais pas trop détailler, mais vous devez aborder avec votre médecin absolument. Les antibiotiques, ce n'est pas automatique, mais vous devez savoir quand les prendre et puis quand ne pas les prendre. Donc là, parfois, le médecin traitant, alors il y a de tout. Il y a ceux qui ont très peur et qui donnent tout le temps, puis il y a ceux qui ne donnent pas assez. Donc ça, c'est un sujet à discuter avec votre médecin spécialiste aussi. Et puis le TP, donc ça, c'est, je pense, le bon complément de la prise en charge aujourd'hui qu'on doit essayer de développer. C'est compliqué quand on n'a pas de moyens. Je pense que tu en reparles après, Claire, donc je ne vais pas développer plus. Et puis les autres moyens qui accompagnent la prise en charge des patients, donc la disponibilité de l'association, psychologue, assistante sociale, MDPH, tout ça, c'est des sujets
auxquels on a plus ou moins accès localement, mais voilà, on essaie de développer ça, notamment quand on est labellisé, et de faciliter cet accès aux patients pour tout ce qui n'est pas médicamenteux. Il n'y a pas que les traitements dans la prise en charge. Voilà, un bon anniversaire à Iris, je m'arrête là, et un grand merci de toute l'équipe à Lille qui se spécialise et essaie d'accompagner les patients pour les déficits immunitaires en adultes et en pédiatrie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, Guillaume, je te propose de rejoindre pour la session de questions-réponses ensuite.